C'est incroyable ça. C'est tout en français, c'est ça? Et oui, c'est vraiment... La maître Logier vient d'édicter le dernier invité. Bonsoir, merci d'avoir accepté le changement de date de cette réunion. Le 2 mars, c'était vraiment pas beau pour la logistique. Et en plus, Marc Verstappen n'aurait pas été là. Donc, alors moi, c'était pas très grave, mais j'amène le vin. oui. C'est très grave alors. Maintenant, on comprend. Ce fait a été compris. Donc, Vous avez été Merci. pris entièrement par une société. non, mais sérieusement. Donc, en passant, je ne sais pas, de la politesse des circonstances, je remercie une fois de plus le Sofitel de nous accueillir dans les conditions que je qualifierais de généreuses. Donc, ça, c'est très agréable. Le mois prochain, j'ai quelques idées pour les invités du mois d'avril. Et en particulier un ancien d'Apple avec un vocabulaire extrêmement charpenté. Je sais pas si... non, sérieux. Je l'ai rencontré par hasard, il nous a raconté dans une réunion française, enfin des visiteurs français, ses rapports avec Scott Forston. Je ne sais pas s'il acceptera de dire en public ce qu'il a dit. Et donc, ça se passe très bien. Pour ce soir, nous avons une invitée, Claudine Chalmers. Alors, je sais que je le dis avec régularité, mais c'est parce que nous avons chaque fois le plaisir d'avoir des invités d'exception. Mais vous allez voir, avec ce que Claudine va nous raconter, que le terme exceptionnel s'applique. Alors, pour m'expliquer avant de lui demander de me rejoindre, je vais vous montrer 2 ou 3 choses. 2 ou 3 livres. Par exemple, la chronique de l'Ouest, Chronicle of the West. Parce que la vocation, si je peux dire, ou le projet de vie de Claudine Chalmers, c'est de raconter l'histoire des Français en Californie. Et alors, évidemment, moi je suis parent de la famille, nous avons débarqué, enfin, comme beaucoup d'entre nous, comme ça. Dans mon cas, il y aura 30 ans au mois de mai. Mais bon, on est content parce qu'il y a beaucoup de Français en Californie. C'est un environnement culturel assez nettement plus favorable aux Français que le Texas, par exemple, ou le sud-est baptiste, ou voire même l'Ohio, puisque comme vous le savez, à Columbus, il y a une très belle société de néo-nazis, vous voyez le genre là. Et puis j'ai découvert d'ailleurs en 86, pardonnez-moi à l'avance de ce que je voulais dire, mais j'ai découvert en 86, à l'occasion d'un procès fait dans le Texas, un couple de personnes du sexe mâle qui se réjouissaient de leur relation. J'ai découvert avec horreur que ce que les Français pensent être juste une courtoisie est criminel dans certains États des États-Unis. Et donc, il y a la culture française, c'est en fait beaucoup plus vieux que je l'imaginais, que beaucoup d'entre nous l'imaginent. Claudine nous dira dans quelques instants, ça a commencé en 1848. En 1848, avec la Médaille d'or, elle va nous parler de l'impact culturel, technologique, financier, médical. Donc voilà un de ses ouvrages ici. Il y a des expositions, il y a Jules Tavernier, dont vous nous parlé, artiste et aventurier.
Il y a un naufrage très gentil. Certains reconnaîtront l'école Notre-Dame des Victoires. Ah, oui, vous voyez où c'est. French San Francisco. Quelque chose que je vous recommande de lire. Donc, je vous demande à Claudine de me rejoindre ici. Je l'ai convaincue de renoncer à son... Elle a accepté avec beaucoup de gentillesse à son mode préféré de présentation, mais qu'elle peut apprendre. Je lui ai pas dit ça comme ça, mais je vais le dire maintenant. Comme on ne fait du PowerPoint toute la journée au bureau, J'aime me cacher derrière les images. non, mais c'est bien sûr. Alors Claudine, avec ta permission, je vais te tutoyer. Tu es née à Cannes. Oui. Et il y a un autre canois dans l'autre. Voilà, un autre canois, c'est fantastique. Et donc, on va pas passer trop de temps sur la partie biographie parce que ton œuvre d'écrivaine est vraiment tes recherches toutes ces années sont vraiment les choses les plus intéressantes. Tu es né dans une famille où ton père était ce que j'appellerais un photographe industriel. Oui. Je crois qu'il faisait des jolies nudes, ma mère. Nous les avons découvert très tard. C'était bien caché. Oui, bon, c'est pas les quand vous êtes dans l'artiste. Et ta maman? Ma mère était passionnée d'histoire, donc je n'ai jamais eu besoin de vraiment étudier l'histoire parce qu'elle me racontait tout. Le soir, quand j'étais au lit, elle me racontait l'histoire de Louis XIV, Louis XVI. Henri IV. Henri IV, oui, bien sûr, la Qui croit que c'était un homme. Shame. Ah oui, attention là ici avec Henri IV, donc voilà. L'histoire, c'était... Alors, ce qui m'a frappé dans ton passage de l'enfance à l'âge quasiment adulte, c'est que tu es rentré à 15 ans dans une école normale d'instituteur. Comment est-ce qu'on peut rentrer à 15 ans dans une école normale d'instituteur? Oui, c'était un an à l'avance, pas plus. Et j'ai dû pendant un an faire deux ans d'études en même temps. Et puis après présenter le concours, et ça marchait. Donc c'est une chose que j'aimais bien faire. Ça marchait parce que tu as gagné le loto ou parce que tu étais bonne en classe? J'ai toujours aimé les études. J'ai toujours été curieuse. Et c'était pas pour l'institution, c'était pas très académique mon intérêt, c'était plus créatif, comme mes parents. Ouais. Et puis on va avancer rapidement. Tu n'as pas aimé l'école normale sud de Fontenay-aux-Roses, donc tu as pris. Non, ça te déplaisait parce que venant de Cannes, la banlieue parisienne, c'était pas exactement ce que tu préférais. Les filles lisaient Confidence dans leur dortoir. Les grands esprits de Fontenay-aux-Roses s'ennuyaient à mort dans leur dortoir à Paris. Donc, moi, en tant que canoise, comme tu dis, je ne pouvais pas tenir. Donc, je n'ai pas insisté. Bon, donc, tu as suivi un cursus qui t'a amené à faire un master, l'agrégation, un doctorat en sciences. Ta thèse, c'était quoi ta thèse de doctorat? Ma thèse, c'est une aventure française à San Francisco pendant la rivière Nord. Voilà. 800 pages en français. 800 pages. Et ça n'a jamais été traduit, donc je tire énormément des histoires que j'utilise pour mes livres en anglais de ma thèse. Et alors, incidemment, je ne sais pas comment ça fonctionne, l'archivage sur Internet des thèses de doctorat, mais est-ce que ta thèse de doctorat, on peut la trouver sur Internet? Oui, en fait, j'ai un fils aîné qui s'y connaît en Internet, donc il m'a créé un petit site web. Et sur ce site, on peut acheter le disque L'aventure française en 800 pages, en français, pour les courageux. Ça se lit très bien, ça se lit très vite.
Si on regarde pas les notes de bas page. Oui, oui, ça c'est vrai que dans les thèses, souvent les notes en bas de page, les références bibliographiques, ça occupe de la surface de la page. John? Pour avoir la URL, Pardon? the URL of... ClaudineChalmers.com. Et voilà. Et voilà. Donc le fils, on voit que le fils sait faire. Voilà. Parce qu'il travaille longtemps. Eh bien, il travaille dans un pool. En ce moment, il est en train de me traduire ma thèse en anglais, en fait. Voilà. Bon, alors quand même, revenons un peu sur l'école normale d'instituteur et institutrice. Parce que tu as été à une époque où on ne disait pas écrivaine, on disait écrivain, on disait institutrice quand même. Oui, quand même. C'est un niveau assez pas. Professeur. Voilà, professeur, auteur. Oui. Ouais, c'est comme ça, je trouve ça pas mal. Moi, comme j'ai 3 enfants, dont 2 filles, j'ai tendance à soutenir ce genre de changement. Alors, tu as été choisi pour être dans ce lycée à Cannes, pour être élève d'échange avec les États-Unis. Oui, imaginez. La directrice m'a appelé dans son bureau, elle m'a dit voilà, Claudine, tu vas partir en Californie. J'avais 16 ans. J'avais eu un peu d'anglais, mais c'était Mr. and Mrs. Jones go to the market. Très britannique. Et puis, alors je lui dis non, merci. Mes parents ne voudront jamais. Puis mes parents, ils étaient déjà d'accord. Alors, dis-moi, mais pourquoi toi? Parce que je veux dire, il n'y avait pas 40 élèves dans la classe. Il y en avait beaucoup plus, il y avait plus au lycée. Je pense que c'est parce que quand j'étais enfant, vous savez, ma génération était un peu malade après la guerre. On avait tous besoin de calcium et donc on nous a souvent envoyés loin de nos familles, dans des centres qui nous remettaient en bonne santé. Donc tu as été en Suisse, par exemple? Je suis allée en Suisse 3 fois suite. Tu revenais avec les joues. Je prenais des kilos, mon vieux, avec toute l'argent. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être éloigné de tes parents comme ça pendant 5 mois, 6 mois? C'était très dur. On est obligé d'acquérir une certaine force intérieure. Et je suis devenue en fait autonome et indépendante. Et je crois que c'est ça qui a convaincu les profs que je ne tomberais pas neurasthénique. Je ne serais pas neurasthénique si on m'envoyait pendant 1 an en Californie. Et donc tu es arrivé à... Oui, je suis arrivée à Palo Alto. Ma famille d'accueil habitait en fait dans Santos Hills et le papa était le propriétaire du Midtown Pharmacy sur Middlefield Road. Famille absolument charmante. Et alors, tu as été à Cumberly High School. Je suis graduate de Cumberly High School. J'ai passé qu'un an, mais je me suis débrouillée pour passer le graduation. Et c'était une année fantastique parce qu'en France, j'étais dans un lycée de filles à Bristol. Alors, je connais Bristol. Lycée de filles très, très sérieux. On avait même des blouses avec un petit drapeau qui montrait quel niveau on avait, quelle classe on était. C'était tout à fait différent de Cumberly High School. Oui, tu m'as dit que ce qui t'a frappé, ce qui ne surprend pas notre auditoire ici, c'est que ici, le système scolaire, l'école, les mots par les tiens, tu remplaceras par les tiens, mais permettait à l'enfant d'étendre ses ailes. Tout à fait. Il y avait beaucoup plus d'art que j'aimais beaucoup. J'ai même pu faire partie du groupe de théâtre, ce qui était très dangereux parce qu'avec mon accent, dès que je faisais une erreur, tout le monde le savait. Oh, look! Et puis je faisais une faute. Je faisais partie de la chorale, c'était la même chose. Dès que je faisais un couac, tout le monde savait qui c'était. Mais je me suis vraiment plu là-bas et je n'avais pas besoin de
de travailler très dur parce qu'il me laissait filer dans ce qui concernait la grammaire, les mathématiques, tout ça. Je n'avais pas vraiment besoin de travailler trop dur. De toute façon, j'allais perdre l'année au niveau français. Donc, ça a été une année de vacances. Mais c'était un peu inquiétant au début. Parce que l'Amérique à cette époque-là, c'était une chose énorme. Et lorsque tous les élèves d'échange de ce groupe se sont réunis à Paris, on nous a expliqué ce qu'était l'Amérique. Il fallait dire certaines choses, mais pas dire certaines autres. Et puis il y avait le dating. Good night kiss. Et alors, je fais toutes les bêtises possibles. Par exemple, pour le bal de Noël, on m'a invité 12 fois. Et à chaque fois, j'ai dit oui, je viens. Et puis le 12e garçon m'a dit, mais est-ce que tu viens avec quelqu'un? J'ai dit non, je viens toute seule. ça c'est le féminisme. C'est du vrai féminisme. Ça n'arrêtait pas, j'étais toujours 3 portes, 3 escaliers en retard. Donc, si tu veux, on peut dire sans exagérer que ça t'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué. En particulier au niveau intellectuel, je flottais tellement dans l'anglais que j'entendais toute la journée. Je flottais tellement que je ne prenais plus la responsabilité de ce que je disais. Donc je disais n'importe quoi. Et ça passait, parce que j'étais la petite française. Mais par exemple, ils m'ont interviewée 1 mois après mon arrivée, je n'avais aucun anglais, aucun américain. Et ils m'ont dit, what do you think of our school? Et j'ai dit, alors j'étais au micro, justement, comme ça, j'ai dit Cavaliers. Et il y avait des centaines de personnes là-bas qui se demandaient ce qu'était Cavaliers. Et j'ai fini par dire un mot que je ne comprenais pas, mais que j'avais entendu constamment, challenging. Et tout le monde a éclaté de rire, je ne savais absolument pas ce que j'avais dit. Donc j'ai passé un an entier, comme ça, à imaginer à dire ce que je ne savais pas que je disais. Donc il y a des élèves dissipés. C'est bien. Et alors, donc tu es revenu en France, on l'a dit, tu as fait un cursus académique de très haut niveau. Et une fois que tu as fait ta thèse sur le licence sur le français de Californie, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Eh bien, voilà, c'est devenu ma raison d'être. J'adore raconter non pas l'histoire avec un grand H, mais les histoires. Et je trouve que la Californie, c'est le pays des destinées. Ici, on peut devenir un peu la personne qu'on veut, ou qu'on n'était pas autrefois. Et en particulier, au moment de l'arrivée de Rwanda, il y a tellement de Français qui sont venus ici, dans des conditions vraiment insensées. 6 mois par le Cap Horn. 6 mois par le Cap Horn, en bateau. Enfin, pardon. Ne soyez pas insultés. Nous savons tous ce que c'est que le Cap Horn. Oui, quand même. C'est l'horreur. Donc tu l'as pas passé. Ça, c'est impressionnant. Nous avons un capornier là. Oui, donc. Donc ils avaient vraiment envie, quoi. Oui. Oui, ça fait bien. Oui, mais c'est-à-dire qu'en France, à cette époque-là, c'était la révolution de 1848. Donc pendant toute une année, il n'y a eu que des barricades, des émeutes. Vraiment, Paris était à feu et à sang. Et le pays s'est complètement arrêté. Il n'y avait plus d'économie, il n'y avait plus rien. C'était un pays qui n'avait plus de direction, qui avait perdu sa boussole. Et à la fin de cette année-là, on a appris la nouvelle de l'ordre des défendus. Alors évidemment, le choix était ou bien de rester en France et de se battre contre tous ces problèmes politiques, économiques, etc. Ou bien donc venir ici, tenter la chance. Donc ils sont venus, 30 000 sont venus. 30 000. Et alors ces Français, ils ont... On va pas exagérer, mais ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Par exemple. Eh bien, il y avait beaucoup de professionnels,
et même des marquis qui devenaient décrotteurs et nettoyaient les bottes. C'était une des professions des Français. Il y en a beaucoup qui, parmi ceux qui étaient un peu costauds, ils déchargeaient les navires. Vraiment, ils faisaient des petits métiers. Ou bien alors, ils allaient chercher du croissant à l'extérieur de San Francisco, puis ils vendaient leurs croissants dans tous les restaurants qui se trouvaient sous des tentes, c'était là. Des choses comme ça, vraiment insensées. Et donc, c'est ça que tu racontes dans ta thèse? Oui. Avec leur voix, tu vois, j'ai essayé d'extraire de leurs journaux ce qu'ils disaient. Non, c'est pardon de dire ça, parce que les thèses, quand je vois des personnages du gouvernement actuel qui... Et donc c'est une vraie thèse. Il n'y avait pas Google avant. Une allusion à quelqu'un qui vient de quitter le gouvernement pour une question de santé. Et donc, où est-ce que tu as trouvé les documents sources? Parce que je veux dire, c'est un travail, je ne dirais pas ça comme ça pour toi, mais c'est le nom du liqueur, mais de bénédictine. Eh bien, les sources, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il a fallu que je les trouve en France, aussi bien qu'en Californie. Donc, j'ai fait des tas de voyages à Paris, à Nantes, dans les archives maritimes. J'ai cherché à travers toute la France et à travers toute la Californie. Et vous pouvez imaginer que quand on a une mission comme ça, c'est un peu un jeu, c'est une sorte de jeu de piste. Attends, excuse-moi. Oui. Mais t'es pas normal. Non, mais je dis ça avec révérence. Non, mais sérieusement, c'est pas normal. Je veux dire, où est-ce que tu trouves l'énergie pour faire ce travail, d'aller dans les archives maritimes, d'aller ici en Californie chercher, d'aller en France, tout ça, pour rassembler cette documentation? C'est une passion. C'est une passion. Là, par exemple, ici, je n'ai pas voulu laisser ce journal dans la voiture, mais c'est un journal français de San Francisco de 1870. Et de trouver des choses, des objets, des documents de ce genre qui sont si authentiques. J'imagine des gens de 1870 en train de lire ce journal et j'aime regarder ce qu'ils lisaient, ce qu'ils voyaient, ce que Plombier, ajusteur de gaz, reçoivent dès à présent des premières fabriques des envois réguliers d'installation de gaz tuyaux de l'or des becs, la fabrique de formes pour les chaussures, Société française d'épargne pour des prévoyances mutuelles. Voilà. John Middleton et fils, encanteurs. Les encanteurs, c'est quoi un encanteur? D'abord, je connais brocanteur. Encanteurs, c'est ceux qui mettaient les choses à l'encan. Ah oui, des commissaires-priseurs. Voilà. Ah, encanteur. Non, mais tout à l'heure, faites-vous plaisir. Est-ce que ils arrivaient par le Vietnam ou ils arrivaient aussi par les États-Unis en traversant? Très peu par les États-Unis. C'était plutôt les Allemands qui venaient par les États-Unis. C'est là que, quand ils arrivaient ici, ils parlaient déjà anglais. Tandis que les Français, ils étaient sur des bateaux, enfermés les uns sur les autres, et ne parlaient que français. Ils s'embêtaient à Saint-Souleur, donc ils sont tous devenus joueurs de cartes. Ils arrivent ici, les plus grandes fortunes étaient des joueurs de cartes français, des croupiers, des directeurs de saloon. C'était... Et alors, le vin, ça a commencé quand? Le vin? Oui. Parce que ça m'intéresse un peu. Oui. Je ne suis pas seul. Le vin, ça a commencé à Los Angeles avant la Révolution Nord, avec un monsieur au nom prédestiné de Jean-Louis Vigne, qui venait de Bordeaux, et qui avait déjà des vins qui étaient vieux au moment de l'annexion américaine. Donc, en fait, la gare centrale, la gare de train de Los Angeles, quand vous y allez, vous imaginez, c'était les vignobles de Jean-Louis Vigne. Et vous verrez son nom, on appelle ça Vignes, je crois. Vignes Street.
Alors il y a ça, il y a s'appelle eu beaucoup de bergers basques. Ouais. Ouais. Ça, vous les connaissez. Et il y a parmi ceux qui ont été les plus chanceux, ce sont ceux qui sont allés vers Bakersfield et qui ont acheté petit à petit les terrains sur lesquels ils faisaient paître leur troupeau. Et ce sont des terrains qui ont révélé qu'ils avaient de l'or noir au sous-sol. Et donc, eux, ils ont vraiment réussi. Ils sont inattendus, mais certainement. Et pour ce qui concerne, alors c'est peut-être moins intéressant, mais ça peut nous dire, tous les métiers de ce qu'on appelle en anglais hospitality, c'est-à-dire la restauration, l'alimentation, l'hôtellerie. Alors ça, les Français ont toujours été doués pour ça. Donc, avec la nourriture qu'on trouvait, même au moment de la ruée vers l'or, les Français pouvaient faire des miracles. Donc, les restaurants français, dès le départ, étaient très populaires. Et le mieux connu s'appelait le Poodle Dog. Poodle Dog. Et il paraît, la tradition veut qu'au départ, c'était le poulet d'or. Mauvaise prononciation. Et voilà, et les Américains, les autres nationalités n'arrivaient pas à dire poulet d'or, donc c'est devenu Poodle Dog. Et les propriétaires ont fait aussi caniche. Il y a bien Rotten Row à Londres, qui est la route du roi, une déformation de la route du roi. Je ne savais pas ça. Comme le Moulin Gras, la Rolando. Alors, et les métiers de la finance. Alors, les Français étaient parmi les plus riches de San Francisco. Ils avaient des fortunes extraordinaires, et ça, personne ne le sait. Vous connaissez peut-être la banque internationale Lazare Frères? Oui. Ça a commencé à San Francisco, avec le frère Lazare. Madame Macron. Non, Rothschild. C'est un peu la même chose. Oui, il y avait aussi un certain Alfred Pioche qui venait du Chili et qui au début était consignataire de navires. Il n'y avait pas de hangar pour les marchandises, donc on vendait tout à partir du bateau. Et donc, d'où la nécessité d'un consignataire qui faisait l'intermédiaire entre le navire et l'acheteur. Et petit à petit, il est devenu banquier. Il est allé faire de nombreux voyages à Paris. Il s'entendait très bien avec Napoléon III. Et il paraît qu'il ramenait des capitaux donnés en secret par Napoléon III en Californie. Il a acheté des terrains dans tous les États de la Californie, dans tous les comtés de la Californie. On trouve son nom partout. Parlez-nous aussi des techniques de la recherche, de l'extraction de l'or. Paraît-il, les Français sont illustrés plus ou moins bien de l'environnement, mais quand même. Oui, il y avait un petit malin qui s'appelait Chabot, Antoine Chabot, qui était en fait canadien-français, qui s'est dit pourquoi est-ce que tout le monde prend la terre, l'amène à la rivière pour la laver et trouver l'or. Lui, il a pris l'eau, il a branché avec un tuyau et il a commencé à dissoudre les collines. Et en bas, on tamisait pour trouver l'or. Et donc, ça a été le plus grand problème environnemental qui ait jamais existé, parce que toute la boue de l'endroit où j'habite à présent est descendue sur Marysville, sur Sacramento. Marysville, carrément, les gens ne pouvaient plus utiliser leur premier étage, leur rez-de-chaussée, parce qu'il était complètement plein de boue, donc ils ont monté d'un étage. C'était énergie. Très efficace. Quand vous prenez Interstate 80 et que vous montez vers Tao, il y a des endroits dans la montagne où vous voyez très nettement les collines qui ont été taillées. Et c'est juste sur le côté gauche de la 80. On voit clairement que le côté de la colline avait été lavé. J'habite sur un de ces plateaux qui ont été créés comme ça. Donc, mon voisin de gauche est à 100 pieds en dessous de moi. Normal. Celui derrière moi est à 50 pieds en haut. C'est vraiment... Parlons un peu, tu m'as dit aussi, parce que
tu connais, c'est un espèce de... Là, on parlait de torrent de flop, mais toi, tu as un torrent de connaissances sur lesquelles il formule qui tombe dessus. Parle-nous un peu de l'hôpital à San Francisco. Là encore, on s'est vraiment montré très inventif, très talentueux, nous les Français. C'est un gros cocorico ce soir, vous remarquez. La société de bienfaisance mutuelle française a créé les premiers soins prépayés, privés, Une sorte de HMO, de tous les États-Unis, en 1851. C'est parce que justement, il y avait toute cette passion pour les idéaux révolutionnaires de 48, les grandes idées humanitaires, et donc ils ont créé ça en 1851. Et puis en 1895, ils ont décidé de construire l'hôpital de Pointe de toute la côte ouest. Et ils sont allés dans tous les pays d'Europe, Berlin, Londres, Paris, Madrid, partout ils sont allés. Et ils ont recueilli les technologies médicales les plus récentes, les plus progressives, les ont ramenées ici et ils ont construit sur Geary Street le meilleur hôpital de la côte ouest. C'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont accompli. Qui est d'ailleurs le French Campus Kaiser, actuellement, n'est-ce pas? Si vous passez French sur Campus Geary, c'est Kaiser. marqué Kaiser, French Campus. Ça a été une découverte formidable pour moi. Je suis en train d'écrire le livre qui raconte un peu ça. Tu es en train de... Donc tu passes, justement, tu dis je suis en train d'écrire un livre, tu passes tes journées à quoi actuellement? Alors, voilà comment j'aime mes histoires, c'est que j'aime écrire du matin au soir pendant des jours et des semaines. Et puis, tout d'un coup, je prends ce qu'on appelle en anglais le road trip. Quand j'ai écrit le livre sur Jules Tavernier, au bout d'un moment, je me suis dit, zut, j'en ai... Attends, je t'interromps. Jules Tavernier. Oui, Jules Tavernier. Jules Tavernier. C'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi. Oui, tu as raison. Je vais aller trop vite. Non, ça va. Entre nous, là. Alors, Jules Tavernier. Alors, Jules Tavernier, j'adore l'histoire des artistes en particulier, parce qu'ils ont dépeint la Californie du 19e siècle bien plus abondamment et mieux que les autres groupes culturels, à mon avis. Et donc, Jules Tavernier était à New York avec un copain français qui s'appelait Paul Franzoni, et le grand journal illustré Harper's Weekly les a embauchés pour faire un voyage d'un an à travers les États-Unis et faire 100 sketchs, 100 gravures sur bois de la frontière américaine. Et donc, ça n'a jamais été fait. Non seulement c'était 100 sketchs, ce qui est énorme, mais en plus c'était par deux grands peintres et artistes pendant une période extrêmement longue. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Oh mon Dieu. Donc, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé des tribus indiennes, ils ont fait vraiment des choses extraordinaires. Ils ont raconté une histoire que personne n'avait rassemblée. Personne n'avait rassemblé les 100 sketchs. Donc, un jour où je n'avais aucune électricité, parce que là-haut, dès qu'il y a de la neige, là-haut dans les montagnes, dès qu'il y a de la neige, il n'y a plus d'électricité, je me suis dit, ça y est, je commence le livre. Tu habites une cabane de rondins, tu vois, Oui. à Nevada City. Je vois énormément d'ours. Récemment, j'ai entendu du bruit dans ma chambre d'amis. Je suis allée voir, il y avait un ours dans la chambre d'amis. Il était passé par la fenêtre. Donc, au bout d'un moment, pendant que j'écrivais ce livre, j'en ai eu assez. Je me suis dit, il faut que je sorte. J'avais cabin fever, donc je suis partie. J'ai sauté dans ma voiture, j'ai conduit tout le Nevada, je suis allée jusqu'au Nebraska. Et c'est le genre de voyage que j'adore faire. Parce que dans le Nebraska, j'étais sur une piste, j'ai vu ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux, ce qu'ils avaient dessiné. C'est comme ça que je travaillais. C'est passionnant. C'est passionnant. Et donc, je t'ai interrompu. Il faut parler de Tavernier. Où est-ce qu'on en était?
Je sais pas. Il y a tellement de directions. L'hôpital, on parlait de l'hôpital. Ah, je croyais qu'on avait fini avec l'hôpital. J'avais une question. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Autrefois, Les Français étaient très présents à San Francisco en 48. Ils l'ont été après. En 70, j'avoue pas trop savoir, mais les deux grands clubs de sport à l'époque de San Francisco, le bobsleigh et le surf, il n'y a pas de Français dans les fondateurs. Les Français semblent avoir disparu à un moment. Ils se sont intégrés. ils se sont intégrés, mais en fait, ils n'ont pas disparu. Dans les années 1870, ils étaient très forts. Il y avait énormément d'associations françaises. Et c'est seulement après le tremblement de terre qu'ils ont commencé à partir vers Auckland. Mais jusque-là, ils étaient vraiment une présence très très forte. Oui, ça je me souviens. Tu travailles sur ton prochain livre, c'est quoi ton prochain livre? Je travaille toujours sur 2 livres à la fois. Et là, donc, je travaille sur l'hôpital français et je travaille sur Monterrey, où Jules Tavernier, le fameux, a créé la première colonie d'artistes de Monterrey. C'est une colonie d'artistes qui a duré très très longtemps, qui existe toujours. Et c'est lui qui était à la base de cette colonie. Tu vas parler des sardines? C'était pas encore tout à fait ça. Cette époque-là, c'était encore les baleines. C'est plus tard. Lui, c'était dans les années 1874. Et donc, il pêchait encore la baleine à cette époque-là. Mais il l'a pêché pas loin du rivage, parce qu'elle était très courte. Donc, il ne partait pas en bateau pour aller les chercher. Il les attendait sur la plage. Et après ces 2 livres-là, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Des fois, j'imagine que tous mes projets de livres, c'est comme des bateaux, des navires qui attendent de rentrer au port. Il y en a une file interminable parce que... Ah, c'est beau, c'est magnifique comme image. Non, sérieux, je dis pas. Je suis insatiable. Il y a Ernest Nargeot, qui était un peintre malouin, un peintre de Saint-Malo, qui est arrivé ici au moment d'arriver vers l'Or, qui a participé aux expéditions françaises de flibustiers en Sonore mexicaine. En Sonora. Les mineurs français qui étaient vraiment déçus par la dureté du travail de mineurs se sont organisés sous la bannière de 2 aristocrates, le marquis de Pendray et le comte de Raoult-Bourbon. Et donc, séparément, tous les deux, ont mené des centaines de Français au Mexique avec la permission des consuls pour établir des colonies de mineurs français qui allaient miner l'argent et l'or de la Sonore, se battre contre les Apaches, ce qui arrangeait les Mexicains, et donc former des colonies permanentes françaises. Voilà. Donc, il y a aussi les mines de cuivre. Parce que si vous allez en Basse-Californie, vous allez dans la petite ville de Santa Rosa Bonita et vous entrez dans la chapelle. Vous rentrez dans cette chapelle, vous vous dites Gustave Eiffel est passé par là. Et il y a là un tout petit village français et qui est justement, et en effet, Eiffel a envoyé de France toutes les parties métalliques pour cette petite chapelle. Moi, ne connaissant rien, je conduisais, j'adore l'aventure aussi. J'arrive, je regarde, je me dis, Eiffel est passé par là. Et en effet, les gens du village m'ont expliqué que c'était un village français, c'était tous des miniers, c'était des mines de cuivre, ici. Et donc ça doit être à peu près. Ça s'appelle comment tout ça? Le village Santa Rosa Bonita. Santa Rosa Sur la mer de Bonita. Cortés. Sur la mer de Cortés, le début de la mer de Cortés. Vous descendez la Basse-Californie, vous traversez, un peu dur, vous traversez, et là, au début de la mer de Cortés, vous avez ce petit village, et c'est des mines de cuivre. Et là, c'était une colonie française. Et c'est incroyable. Parce que là, il y en a d'autres qui ont la passion. Allez hop, c'est parti. non mais c'est François Truffaut qui m'a guidé. Il ne faut pas oublier que Napoléon III a envoyé les Français au Mexique.
Français. Oui, bah oui. Ah bah oui, bah. Donc tous les Ça Français. s'est pas bien terminé. Non, oui. C'est mal terminé. Mais on dit que ce sont les expéditions de flibustiers pendant la ruée vers l'or qui lui ont donné l'idée de mettre une présence française au Mexique. On dit. Alors dis-nous, tu as écrit combien de livres? J'en ai écrit 7. En dehors de ta thèse. En dehors de mon thèse. Et tu en as, puisque tu parlais du bateau qui se rapproche du port, il y en a encore combien? Il n'y a pas de réponse à ça. Il faut que je vive très longtemps, disons. Ça, on te le souhaite. Et on nous le souhaite. Pour pouvoir te dire. Tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Des enfants qui ont quel âge? Ils sont grands. 30 ans, ils ont la trentaine. Mais imagine une petite chose. Nous avons dit que je connaissais la Suisse. J'ai eu des années quand j'étais petite. La personne qui a créé les rues de San Francisco avant la ruée vers l'or pour les Mexicains était un Suisse qui venait d'un petit village où j'ai passé 2 étés quand j'étais gosse. Qui s'appelait Combremont-le-Petit. Combremont-le-Petit. Est-ce que je peux résister l'envie de raconter l'histoire de Jean-Jacques Viogé de Combremont-le-Petit? Mais non, raconte. Alors je suis retournée à Combremont-le-Petit, j'ai trouvé sa famille. Et maintenant, nous attendons tous que j'ai fini l'hôpital français et Monterey pour nous lancer dans Combremont-le-Petit et Jean-Jacques Viogé. Écoute, justement, on va faire un petit tournant maintenant. D'abord, pour te remercier de nous avoir ouvert ces portes, parce que, en tout cas pour moi, je n'avais aucune idée de l'impact des Français sur la Californie datant de 1840. Autant j'aime bien la culture californienne qui est très favorable, francophile, autant je n'imaginais pas, je suis probablement pas le seul, à quel point les racines aussi lointaines, donc je voudrais te remercier. Et maintenant, je te jette au lion. Au chat, c'est-à-dire aux questions de l'auditoire. Oui. Le canon. Puis-je te tutoyer? Bien sûr. Donc, ça, c'est la deuxième. La deuxième est, quand tu as commencé à faire ta thèse et tes premiers livres, les moyens de chercher les données sont absolument différents par rapport à aujourd'hui ou sur le web, donc tout plein de choses. Donc, est-ce que tu peux me parler de ça, comment tu faisais avant, comment tu fais aujourd'hui? Oui, je vivais à Bancroft autrefois. Je quittais Mille-Vallées le matin, je passais toute la journée, je déjeunais à peine parce que je ne voulais pas perdre du temps et je rentrais le soir. Donc vraiment, j'ai passé un temps inouï à Bancroft où se trouvent énormément de documents. Mais de nos jours, maintenant, il y a de plus en plus de choses qu'on peut trouver sur Internet. Donc c'est vraiment un avantage énorme. J'ai aussi accumulé une énorme bibliothèque parce qu'au lieu de regarder, de prendre des notes, etc., je faisais tout photocopier et j'ai une énorme bibliothèque chez moi. Donc, ce ne sont pas toujours des bouquins, mais ce sont des copies de bouquins et j'ai plus besoin de voyager autant maintenant. C'est bien parce que je fais moi. Je suis curieuse, ce qui m'intrigue, tu as dit que les rues de San Francisco avaient été dessinées par ce Suisse. Oui. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, alors c'était l'époque où il y avait très peu de monde à San Francisco qui s'appelait Yarbuena à cette époque-là. Et tout le monde construisait sa maison n'importe où, faisant face à n'importe quelle direction, le soleil, le vent, la mer. Donc c'était pour moi la panique au point de vue urbaniste. Et ils ont réalisé que leur village commençait à grandir un petit peu. Donc ils ont demandé au seul ingénieur qui se trouvait sur place, le capitaine Jean-Jacques Viogé, un capitaine de navire suisse, de faire le tracé, un tracé qui pourrait inclure toutes
maison qui existait à cette époque-là. Et donc, il a été rémunéré. En retour, il a reçu 2 terrains à San Francisco. Sur l'un, il a bâti sa maison. Sur l'autre, il a bâti la première taverne de la paroisse. Ah oui. Merci. D'ailleurs, je me demande, enfin, quand même pourquoi San Francisco s'appelait Yerba Buena, qui, comme vous le savez, veut dire bonne herbe. On se demande. C'est parce que c'est des pharmaceutiques récents. Généralement, c'est plutôt la menthe. Non, c'est sérieux. En Espagne, c'est la menthe. C'est un peu. Ça nous embête le temps actuel, les pharmacies, etc. La bonne herbe. La bonne herbe. Ça existe beaucoup dans mon coin. Le blue jean, c'était de la toile de Nîmes. De Nîmes. Hein, je pense que c'est un Français qui a décrit. Alors, comment c'est devenu de la toile de Nîmes à Levi Strauss? Denim, c'est simplement une toile qui était très utilisée Oui. pour les... Mais c'est un Américain maintenant. C'est un Américain. Nîmes. La société Levi Strauss, Oui. c'était fait par un Français ou un Américain? Ah non, c'était un Allemand. Un Allemand. C'était le Schmatter, monsieur. C'est lui qui a C'est le inventé sentier, le le livre, sentier, en fait. c'était- Tu connais mes origines familiales, c'est le sentier aussi, c'est le Schmatter. En fait, lui, sa grande invention, c'était les rivets qui permettaient de vraiment Que ça tienne. renforcer les poches et toute partie du... De toute façon, tout le tissu américain ou anglais a des noms français. Par exemple, Twill, c'est toile. Gingham, c'est Guingamp. Chambry, c'est Chambray, Chambray du Tour. Il y a le bleu de Gênes, le bleu de Nîmes. Tattersall. Pardon Tarasson. Tattersall. On va chercher. Généralement, l'histoire du français dans la langue anglaise. Est-ce que... Pardon. Non, je voulais savoir si sur le livre, sur le French Hospital, tu as mis le nom des architectes qui ont construit le French Hospital. Oui, bien sûr, c'était très important. C'était des architectes qui ont été choisis, qui sont très serrés. On les a vraiment interviewés très longtemps, mais il y a eu 4 bâtiments du French Hospital. Et récemment, je me suis promenée à San Francisco pour regarder tous les endroits. C'était fascinant, très intéressant de voir où ils se trouvaient. À suivre, il faudra lire le livre. Oui, bien sûr. Petite question, donc Brand Street, quartier français, l'ancien quartier français avec le Café de la Presse actuellement, etc., avait un autre nom. C'était Dupont Street, c'est ça? Oui. Et donc tu peux peut-être abonder là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dupont? Pourquoi Brand? Oui, Dupont était en fait un Américain de la côte Est, Comme son nom l'indique. qui était sur un des navires qui sont venus pendant l'annexation américaine. Mais les Français, Dupont pour eux c'était français, donc ils se sont concentrés sur la rue Dupont qui est devenue Grant. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y avait une French Town le long de Dupont, de Commercial, avant qu'il y ait une Chinatown. Donc jusqu'à 1852, ce n'était pas Chinatown, c'était French Town. Et on entendait parler le français partout. Il y avait des cafés, il y avait des salons de jeux qui étaient complètement français. C'est ce qu'on nous dira du quartier italien. Et Notre-Dame de Victoire. Alors Notre-Dame de Victoire a été nommée Victoire pour la victoire franco-britannique en Crimée. Il y avait un prêtre dont j'ai oublié le nom qui était très fin, qui a utilisé la célébration de Sébastopol, de la victoire de Sébastopol, pour faire monter l'enthousiasme patriotique des Français qui s'étaient rassemblés pour célébrer cette victoire. Et il leur a dit, voilà, il nous faut une église à nous, et on va l'appeler Notre-Dame de Victoire. Et dans cette perspective, vous ne pouvez qu'approuver, donc ça a été fait. Ça faisait des années qu'ils essayaient de créer une église française, et c'est ce jour-là que c'est arrivé. Dans ce travail d'archives, donc 1906, la ville brûle surtout, donc il y a tremblement de terre. Est-il vrai que l'église de Notre-Dame de Victoire, au lieu de cacher l'or
sacré a caché les registres de naissance et de décès. Ce qui a permis à notre ami Claudine Charmeuse d'avoir plus d'informations. C'est vrai ou pas? Oui, oui, tout C'est à pas une fait. chimère. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, les C'est livres passionnant parce que... Alors, les autres églises cachaient leur robe sous terre. Oui, oui, c'est exactement ça. Et entre l'hôpital français et l'église française, nous avons des listes de noms des Français qui sont venus, mais alors des listes astronomiques. Alors, nous avons probablement les 30 000 qui sont venus. Mais il faut, petit à petit, il faut étudier tout ça, analyser, regrouper, etc. Puis ensuite les retrouver en France. La généalogie. J'ai une dernière. Oui. Je ne sais pas si elle est dernière. Penses-tu écrire un livre sur un autre pionnier qui s'appelle Jean-Louis? Jean-Louis, tu veux dire? Jean-Louis. Jean-Louis. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, hein? Hein? Pourquoi pas? Ça, des histoires, j'en ai. Ah ouais. C'est bien parti. Peut-être dépasser les 1000 pages. C'est bonne suggestion. Certaines sont racontables. Bon, Non, non, mais je pourrais raconter. D'accord, ok. Je pourrais raconter quand j'étais maître d'hôtel dans une boîte de striptease à Montparnasse. Et qu'il y avait des dignitaires du Parti communiste qui dépensaient 6 000 francs il y a 50 ans. Et à 5 h du matin, ils partaient, on leur chantait l'international. Comme ça, j'avais un gros pourboire dans la veste. Donc je peux... Mais c'est pour ça qu'il faut aussi un historien pour mettre les bons angles, etc. Non, mais exactement, il ne faut pas confondre. Non, mais sérieusement, il ne faut pas confondre la personne qui a vécu l'histoire et puis la personne qui sait raconter l'histoire, qui sait rassembler les documents, les connecter entre eux. Non, je dis ça à la fois en plaisantant et très sérieusement. Que c'est un métier pour lequel vous le sentez bien, on a tous ici énormément de respect et aussi d'affection. C'est gentil. Il faut en fait disparaître quand on écrit l'histoire. Donc je ne savais pas très bien comment on peut présenter des choses aujourd'hui dans le sens d'un entretien de mon histoire à moi. Je suis contente que nous nous soyons plus penchés sur les autres, sur les pionniers d'autrefois. Oui, enfin, on voit bien, nous voyons tous bien ici, ce qui transparaît de ta personne, de ton énergie, de ton intelligence, de ton amour du sujet dans tes ouvrages. On ne va pas cacher trop. Mais c'est merveilleux parce que c'est une sorte de pont culturel entre ma culture française et ma vie californienne. Donc pour moi, c'est vraiment passionnant et les road trips en particulier, j'ai toujours aimé ça. On the road était un des sujets de la Grègue. J'ai eu beaucoup de chance ce jour-là. C'est passionnant de faire un road trip. Je vous encourage à les faire. Alors, tu devrais, pardon, puisque c'est ton fils qui a fait un site web. Alors, une suggestion. D'avoir une page ou une série de pages de road trips recommandés par Claudine Charmeuse. Non, mais sérieusement. Je te disais que j'avais envie d'aller retourner du côté de Susanville, le long d'Épine, dorsale de la Sierra Nevada, côté ouest, de retrait en Californie. Vous pouvez montrer le premier livre que vous avez écrit? La Californie et Nevada. C'est celui-là le premier? Non, le premier c'était Splendide Californie. C'est un livre qui rassemble la biographie de tous les artistes français de Californie du 19e siècle. Et c'est un livre qui a été publié en si petit nombre que maintenant il est à un prix. Il est à $600. Donc il n'existe que dans les bibliothèques. Et Claudine, si tu me permets, je veux partager ça avec vous. Vous avez French San Francisco qui est disponible sur Amazon
pour à peu près $20. C'est absolument exceptionnel. Ça vous donne un aperçu de l'ouvrage. Oui, celui-ci, là. Voilà, c'est ça, avec Notre-Dame des Victoires. Ça vous donne un aperçu. Celui-là, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? French San Francisco. Il est tiré aussi avec l'embarras parce que tu as dit qu'il y avait Et celui-là, il a $25? $20. Ah, c'est bon. En fait, Ça serait peut-être une bonne conclusion. L'histoire de la Silicon Valley et des Français, vous y êtes penché, ou c'est peut-être un des prochains livres que vous écrirez? jusqu'à présent, je suis restée au 19e siècle. Ah. Il a fallu que je me limite un peu. J'étais à peine. Vous vivrez donc encore plus longtemps. Voilà. Pourquoi ça Je fonctionne? vis très longtemps, il faut que je perde l'habitude de dire je suis née en 1800. Mais votre fils peut prendre la relève, c'est ça? Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit souvenir qui n'a ni la richesse ni l'élégance de tes ouvrages, mais enfin, si on raconte ton bureau, garde ça, pense à nous qui avons passé un extraordinaire moment, excellent, riche, joyeux, historique, historique en débutant. Merci beaucoup.